à toutes et à tous, ravie d'être avec vous. Alors, simplement, moi, je suis vraiment ravie d'être avec vous et impatiente de retrouver nos 5 intervenants, justement pour cette dernière table ronde, comme Fabrice vient de le dire, qui viendra clôturer cette belle édition des Fashion Green Day sur ces actes qui changent tout, justement. Depuis 2 jours, on a abordé énormément de sujets, avec beaucoup d'acteurs qui sont venus témoigner justement de leurs actions, de leurs projets, voire même des solutions justement pour contribuer à cette mode plus durable et responsable. Et pour cette dernière table ronde, on a souhaité s'intéresser au local et plus particulièrement au local à haute valeur ajoutée. Et c'est précisément la thématique de cette table ronde. Donc, vous allez découvrir nos 5 intervenants, je l'espère, avec des parcours très, très divers. Et c'est vraiment ce qui en fait la richesse. Ils agissent tous à différents niveaux de la chaîne de valeur. Et c'est également là-dessus qu'ils s'exprimeront pour comprendre comment tous ces acteurs justement de la filière s'engagent et militent à différents niveaux pour contribuer à cette mode. Ils nous parleront justement de comment est-ce que le local, avec la localisation, la relocalisation, contribue justement à créer de la valeur, et ce, à différents niveaux, au niveau environnemental, social et territorial. Et surtout, comment cette proximité renforce les relations entre les différents acteurs, les marques et également les consommateurs. Ils vont aussi nous partager leur vision et leur perspective justement sur ce made in local renouvelé. Et voilà, et plein d'autres choses, je l'espère. J'ai pas d'indication, j'espère. Ah, voilà, je vous vois. C'est parce que je ne vous voyais pas, j'en suis désolée. Alors, ça y est, je vois Michael, Emmanuel, Olivier, Olivia, et il nous manque Alexandre, du coup. Ah si, je suis là. Ah, super, Alexandre, pardon. Génial. Hop, excusez-moi, je ne vous voyais pas du tout, je ne sais pas pourquoi. Je Pardon. vois. Super. Et du coup, si vous voulez bien, on va commencer par un petit tour de table afin que chacun puisse se présenter et nous présenter rapidement vos marques et où, j'ai envie de dire, vos projets. Et comme je t'ai en très grand, Alexandre, je te propose de commencer. Si tu veux Oui, bien, alors, tout je te d'abord, laisse la merci pour parole. l'invitation. Merci pour l'invitation. Donc, je suis Alexandre Rousseau, le créateur de la marque Bleu de Chauffe. Alors, Bleu de Chauffe est une marque qui a maintenant 10 ans, un peu plus de 10 ans, et qui est un spécialiste et acteur dans le monde de la maroquinerie. Donc, on fait de la maroquinerie plutôt inspiration workwear. Et notre particularité, c'est que on fabrique 100% de nos produits sont fabriqués, conçus, imaginés et fabriqués sur notre site de Saint-Georges-de-Luzançon dans l'Aveyron. Voilà, c'est un Super. résumé très succinct. Oui, parfait. On aura l'occasion de le développer juste après. Merci beaucoup. Pour continuer, je propose à Olivia de continuer, si tu veux bien, et nous présenter Laine Paysanne. Oui, alors je suis la cofondatrice de Laine Paysanne avec Paul, qui est mon compagnon, qui est en plein annulage, donc qui s'excuse pour aujourd'hui. Donc Laine Paysanne, en fait, a pour concept de travailler vraiment main dans la main avec les moutons, les éleveurs et les transformateurs, qui soient industriels ou artisans, pour créer des vêtements 100% laine locale. Voilà, pour faire court. Et on est dans les Pyrénées. Parfait. Merci beaucoup, Olivia. Je propose que Michael prenne le temps de se présenter et de nous présenter également les différentes entreprises et projets sur lesquels il est. Ça marche. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Michael, j'ai 39 ans, je suis en couple, j'ai 2 enfants. Je suis ingénieur textile, ça fait 14 ans que je travaille chez UTT et on est filateur teinturier, donc des filatures, j'expliquerai un peu plus tout à l'heure. Donc, c'est notre Tourcoing. Et ça fait 3 ans que je travaille sur un projet sur le développement de notre marque de produits de fils éco-responsables, Kesa, donc à partir avec des matières bio ou recyclées. Parfait. Écoute, merci beaucoup. On aura aussi l'occasion d'en savoir plus sur ce beau projet. Du coup, Emmanuel, si tu veux bien, même exercice.
Bonjour à tous, je suis Emmanuelle Mercier, je suis responsable RSE à la Redoute. Donc, la Redoute est une entreprise qui a plus de 180 ans. Nous sommes dans la même rue depuis plus de 180 ans. Et donc, aujourd'hui, dans le cadre de notre mission d'embellir la vie des familles au quotidien, nous disposons d'une offre propre avec les marques, donc la Redoute Collection pour le prêt-à-porter, AMPM et la Redoute Intérieure pour le secteur maison. Mais nous distribuons également une offre de marque nationale pour compléter notre offre propre et répondre au plus près des besoins des familles pour s'équiper dans leur quotidien. Parfait. Merci beaucoup, Emmanuel. Et pour finir, Olivier, je te laisse nous présenter Segar Mazurel. Merci Amélie. Olivier Segar, donc je représente la société Segar Mazurel. On est installé en Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, France, Belgique. Nous sommes un acteur de la filière lainière depuis 174 ans. Et voilà, on a des projets, on a un projet qui fonctionne très bien en Afrique du Sud, de développement d'une filière, et puis on est en train de transposer ça en France. Parfait. Merci beaucoup. Pareil, tu vas pouvoir nous expliquer ça plus en détail dans quelques minutes. Alors, ce que je vous propose, c'est pareil de faire un tour de table, mais pour nous expliquer plus en détail justement comment vos projets, vos marques en fait, contribuent, j'ai envie de dire, à la production et ou à la création made in local, made in France ou made in Europe, tout dépend les échelles, et surtout un petit peu la genèse du projet, comment vous en êtes arrivé là et quels sont vos engagements concrètement. En gardant le même ordre, je vais proposer à Alexandre, du coup, de nous expliquer justement cette belle démarche avec la société. Oui, alors la genèse du projet, elle est le fruit de notre expérience passée, puis aussi de conviction et puis d'envie de fonctionner différemment. Donc, avant de créer Bleu de Chauffe, donc j'étais designer et je travaillais pour des marques plutôt haut de gamme. Et il se trouve que j'allais très fréquemment en Asie, dans des usines un peu grandes comme des terrains de foot, et avec des dortoirs pour des hommes, des dortoirs pour des femmes. Enfin bon, c'était littéralement des camps de travail, enfin ce qui peut être assimilé à des camps de travail. Et quand on a décidé de créer notre marque avec Thierry, qui est mon associé, on voulait produire et créer différemment. Donc on est parti d'un concept, ce qui aujourd'hui sont les 3 piliers de la marque, c'est-à-dire travailler une mode qui est plus durable dans le dessin, avec une inspiration workwear, donc travailler sur un dessin authentique, de travailler aussi sur des matières qui sont plus durables et éco-responsables, comme le cuir tanné végétal ou des cotons, des matières qui sont labellisées, des cotons bio. Et puis, le dernier pilier de la marque, et qui est un des plus importants, c'est de travailler localement. Donc, on est un peu plus que sur des Made in France. Donc, de maîtriser cette chaîne de valeur et la fabrication du produit. Donc, tous nos produits aujourd'hui sont fabriqués sur notre site de Saint-Georges-d'Usançon, et on fabrique que de manière artisanale, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas à la chaîne, à l'atelier. Chaque artisan fabrique de A à Z, du début jusqu'à la fin, ses produits, et chaque produit est daté signé par l'artisan. Donc ça fait partie de notre singularité, et on a commencé il y a un peu plus de 10 ans avec une personne à la production, et aujourd'hui on a une vingtaine d'artisans sur notre site de Saint-Georges-d'Usançon, et on est une trentaine dans l'entreprise. Voilà. Parfait. Résumé. Ouais, super. Et justement, j'ai retenu une phrase que tu m'as dit lors de notre préparation pour cette table ronde, c'est produire local, c'est exprimer sa singularité à différents niveaux. Est-ce que tu peux développer un petit peu ton propos? Ouais, je pense que quand on est… alors moi, je suis créatif au départ, donc quand on est créatif, on essaye d'exprimer sa singularité. Donc, je pense en tant que personne et aussi en tant que créateur. Donc, moi, spontanément, en tant que créateur, j'essaye de créer différemment, et aussi en tant qu'aujourd'hui créateur d'entreprise, de produire différemment. Donc, ce process de production, de management, on essaye de le faire différemment au sein de notre site de Saint-Georges-de-Luzançon. Donc, pour nous, l'aspect singulier, il est primordial dans notre démarche de créateur d'entreprise et au sein de ce projet qu'on mène depuis le début.
Bien sûr. Merci. Et justement, par rapport à tout ça, même si on l'a un petit peu entrevu, est-ce que tu peux développer justement ces impacts et cette création de valeur, justement au niveau territorial, au niveau social et au niveau environnemental? Alors, les impacts, ils sont multiples, hein. Ils sont à la fois positifs je dirais, pour le consommateur, ils sont positifs pour le territoire, et puis aussi pour la marque et pour les salariés. Le premier point je dirais, qui est important, c'est que le produit ne fait pas 4 fois ou 5 fois le tour de la planète avant d'arriver chez le consommateur. Donc, de maîtriser cette chaîne de valeur, elle est primordiale pour nous. Donc, on connaît nos matières, on achète toutes nos matières, tous nos composants, on les connaît, on en connaît la qualité, on sait comment les utiliser. Et je dirais dans notre process, mais à la fois dans notre process créatif, puisqu'on est dans une conception de collection qui est durable. On n'est pas sur une mode, je dirais, frénétique de renouvellement des collections perpétuelles. On essaye d'installer dans la durée nos produits, d'en faire des collections durables, un dessin durable. Et ça veut dire que les produits et les matières, on les suit de saison en saison. Donc, on connaît les matières avec lesquelles on travaille, mais on connaît aussi nos fournisseurs, puisque ça fait depuis des années qu'on travaille avec les mêmes fournisseurs. Donc, ce n'est pas simplement des fournisseurs, c'est aussi des partenaires. Et donc, ça, c'est un point qui est important. Et puis, je dirais, un des autres impacts qui sont importants, c'est au niveau du territoire, c'est de faire rayonner et de contribuer à faire rayonner le territoire en termes de maintien des savoir-faire, mais aussi au niveau économique, puisque on n'est pas une très très grosse société, mais on crée quand même des emplois au sein du territoire, et un emploi créé sur notre site de Saint-Georges-de-Besançon, c'est aussi des emplois qui vont graviter autour. Donc on est aussi acteur du territoire. Et puis par rapport à la notion de savoir-faire, la notion de savoir-faire, elle est intimement liée à la formation. C'est-à-dire que tous les artisans qui sont au sein de notre atelier et qui ont commencé à travailler dans notre atelier ont été formés. C'est des artisans. On refuse depuis le début de travailler à la chaîne. Donc, cette notion de formation, elle est importante, d'apporter une qualification aux personnes avec lesquelles on travaille. Ça, c'est une notion qui est très importante. Et ce savoir-faire, il nous permet aussi de garder les gens, d'avoir des gens qui sont passionnés, donc de fidéliser une équipe. Et puis, ça a aussi un impact aussi au niveau médical, puisque toutes les problématiques de gestes et postures qu'il peut y avoir quand on travaille à la chaîne, et ça, on les évacue avec un travail artisanal qui n'est pas aliénant et qui est pas répété. Donc ça, c'est important. Et puis, de maîtriser aussi la chaîne des valeurs. Je pense que c'est important aussi pour nos clients qui nous sont fidèles, avec lesquels on peut apporter un vrai service. C'est-à-dire qu'en maîtrisant tout l'aspect de tout le processus de fabrication, on est capable d'instaurer un service durable. C'est-à-dire que nous, on ne travaille pas sur un produit qui est jetable. En tout cas, on fait notre possible pour construire et fabriquer le produit qui est le plus qualitatif possible. Et de maîtriser cette chaîne de valeur, d'être à la fois créateur et producteur du produit, ça nous permet de proposer un service de réparation à nos produits. J'ai été peut-être un petit peu long, je suis désolé, mais voilà pour… Non, mais super, merci beaucoup pour justement cette réponse très complète et justement ce panel de tous des impacts positifs que le local crée ou recrée, j'ai envie de dire. Et du coup, si tu veux bien, Olivia, de la même manière, est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail le projet Laine Paysanne, pour citer, qui est un projet militant, sur justement la filière, la localisation ou relocalisation, je ne sais pas comment tu le nommes, de la laine. Oui, c'est vrai qu'on est vraiment parti d'un territoire et d'une matière. Nous, on n'est pas du tout issus à la base du milieu de la mode ou de l'entrepreneuriat. C'est des choses qu'on apprend sur le tas. Donc, on est vraiment parti du milieu de l'artisanat et de l'agriculture. Donc, notre point de départ, ça a été la matière. Et comme beaucoup d'autres projets autour de la laine, on s'est simplement rendu compte que la laine était peu ou pas du tout valorisée sur le territoire, puisque les paysans ne savent pas quoi en faire. Elle est la plupart du temps exportée à bas coût. Quand elle est exportée, cette année, elle est même plus ramassée en fait.
Et parallèlement à ça, on a quand même l'habitude de s'habiller en synthétique, en coton OGM, alors qu'on se rend compte qu'on a là, à travers la laine, une ressource locale qui répond aux enjeux, notamment environnementaux et écologiques d'aujourd'hui, qui sont extrêmement urgents. Donc, en fait, on a créé ce projet avec Paul quand on s'est rencontrés. Moi, j'étais tisserande à l'échelle artisanale et lui est éleveur de moutons en agriculture biologique avec une volonté de tout vendre en direct, de valoriser l'ensemble des productions du troupeau. Et c'est vrai que, comme beaucoup d'éleveurs autour de chez nous, ils ne savaient pas trop quoi faire de sa laine, sachant que là, on est plutôt sur des laines rustiques. Donc, on a commencé en 2016 à créer un projet de tri de laine expérimental, donc avec une dimension très collective. Et depuis, on a développé le concept autour de ça, c'est-à-dire qu'on travaille avec un réseau d'éleveurs, on est structuré en société coopérative et on se rend pendant la tonte chez les éleveurs de façon à trier les toisons au fur et à mesure qu'elles sont tondues et à sélectionner les meilleures qualités pour faire un fil, pour un usage textile, et les couleurs naturelles. Donc, on travaille absolument sans teinture à partir des couleurs naturelles des moutons, ce qui nous permet aussi de valoriser la diversité des races ovines et d'éviter des étapes de transformation supplémentaires. Donc, d'un point de vue écologique, ça permet d'être vraiment assez puriste, en fait. Et ensuite, à partir de ça, on va développer une gamme de prêt-à-porter, donc des vêtements, des accessoires. On fait aussi un peu de gamme maison et on développe une gamme de tapis tissés à la main, cette fois-ci dans nos ateliers. Et pour tout ce qui est prêt-à-porter, on travaille en partenariat avec des entreprises locales, majoritairement dans le Tarn. Voilà, donc aujourd'hui, on est une équipe de 7 salariés et on transforme à peu près 5 tonnes de laine en suin. Donc, on est une petite entreprise. En termes de commercialisation, on va tout commercialiser en direct via la boutique en ligne et via les foires et les salons. Donc, on a une petite roulotte qui nous permet de nous déplacer en local et aller directement à la rencontre des gens et des clients. Et notre engagement le plus fort, on va dire, c'est vraiment la traçabilité depuis les moutons jusqu'au produit fini, jusqu'au client. On a une traçabilité par troupeau pour chaque pull, on sait exactement de quel troupeau vient la laine, ce qui permet aussi de valoriser le travail des éleveurs. Oui, justement, par rapport à, tu m'avais parlé par rapport à justement votre projet, la façon dont quelque part vous appréhendez les choses avec les éleveurs, comment vous les accompagnez en fait avec toute une sorte de pédagogie en fait pour vraiment créer, faire union en fait, créer une filière durable pour tous et également comment est-ce que tout ça, quelque part, ça, c'était aussi important pour les consommateurs. Du coup, justement, tu peux nous expliquer un petit peu plus cette relation, en fait, de cet ancrage territorial à différents niveaux, que ce soit de l'éleveur jusqu'au consommateur, justement. En fait, cet ancrage territorial, il va être particulièrement important pour pouvoir travailler en amont sur la qualité de la laine, puisqu'elle va déterminer la qualité du produit fini à la sortie. Et c'est vrai qu'on est sur une filière qui a été complètement abandonnée avec cet enjeu de la qualité qui va dépendre d'une part des conditions d'élevage et de l'état sanitaire du troupeau. Ça, c'est essentiel. Mais ça va dépendre aussi des conditions de tonte et des conditions de récolte. Et ensuite, bien sûr, de stockage et de transformation en aval. Donc, l'intérêt de travailler avec des éleveurs, ça va être d'avoir déjà une vision à long terme, donc de construire avec eux et d'évoluer avec eux. Le fait de se rendre sur les chantiers de tonte chaque année, ça nous permet d'échanger sur les modes d'élevage, de comparer les lots de laine et les rendements d'une année sur l'autre en fonction des aléas qu'a pu connaître l'élevage et le troupeau. Et ça nous permet aussi de garantir tout ce qui est autour du bien-être animal, puisqu'en fait, on est en proximité, on est sur place, on échange sur les façons de travailler, sur les façons de s'améliorer ensemble. Et en fait, c'est le meilleur moyen qu'on a trouvé pour aussi impliquer les éleveurs de leur côté sur la qualité de leur matière et sur la valeur qu'elle peut avoir. Donc en fait, les éleveurs viennent à l'Assemblée générale de la société coopérative chaque année. On travaille autour d'un cahier des charges qu'on a rédigé ensemble, qu'on a validé ensemble, et le prix d'achat de la laine chaque année, il est supérieur à celui des cours du marché et il est convenu et validé avec les éleveurs chaque année pendant l'AG, en amont de la récolte. Voilà. Super. Écoute, merci beaucoup pour le détail de tes réponses et pour ce beau projet. Si tu veux bien, du coup, Michael, je vais te laisser nous expliquer justement comment UTT et KESA notamment met en place différentes solutions et engagements en faveur de l'environnement grâce notamment à des productions innovantes.
Oui, merci. Donc, juste pour faire un petit point, donc UTT, on est donc filateur teinturier. UTT, c'est une entreprise familiale avec les deux dirigeants qui sont des cousins. Ça, c'est 7e génération dans le textile et ils animent un réseau d'entreprises dans le textile traditionnel, technique et dans le digital. Donc, pour faire un petit peu avoir une vision, donc c'est une centaine de personnes. On a des filatures en France et en Roumanie, donc on est sur le niveau plutôt européen, avec une filature torsion alternée fibre longue. Il y a une filature technique aussi en classique peigné, et on a la teinture sur fil qui est entièrement automatisée avec des fils qu'on va teindre, soit fabriqués en interne, soit travailler avec des partenaires. Donc, nous travaillons avec des clients ou des marques en Europe. Donc, nous offrons du service en fait, avec des livraisons rapides dans le coloris voulu dans les collections pour être au plus proche de nos clients, pour répondre à la demande qui va être formulée. Et donc, ce qui nous permet de livrer les quantités voulues à l'instant rapidement pour être mis en magasin et pas devoir surproduire les matières. Et donc, on a aussi un côté sur l'environnemental où on utilise essentiellement de l'eau provenant de nos stations de recyclage et de teinture, donc ce qui est très particulier à UTT. Et depuis donc 3 ans, on développe une marque de produits avec des matières éco-responsables, donc soit à partir de matières recyclées, donc du polyester recyclé à partir de bouteilles, ou du jean recyclé, donc c'est des jeans qui sont collectés en Europe, et où refaire la fibre, la filature et la teinture sont dans un rayon de 400 km autour de Tourcoing, ou des matières bio telles que le coton ou la laine bio. Donc avec les certificats qui vont pour certifier la traçabilité de ces matières. Donc on avance et on essaye d'avancer et de proposer de plus en plus de produits éco-responsables avec ces matières. Parfait, merci. Et justement, l'axe que tu avais partagé avec moi, c'était comment est-ce que cette volonté justement d'être plus locale, là en l'occurrence c'est plutôt Made in Europe pour être précis, a poussé quelque part l'innovation en interne. Excuse-moi, j'ai eu un problème de compréhension là sur juste les 10 secondes, si tu peux répéter la question. Oui, bien sûr. Je disais que comment est-ce que justement cette volonté d'être plus proche de la demande et également au niveau géographique, en étant Made in Europe, comment est-ce que ça vous a poussé en interne à être plus fort en innovation? Oui, donc l'innovation, ça fait partie de l'ADN de notre entreprise et ça nous permet aussi de donner du sens à nos produits. C'est-à-dire que ce que les consommateurs finaux cherchent de plus en plus, c'est d'avoir du sens dans les produits et donc avoir quelque chose où on connaît la traçabilité, à savoir comment c'est fabriqué, donc grâce aussi avec les normes qui sont en place en Europe. Et donc l'innovation, elle fait partie de notre ADN. Donc on a développé cette station de recyclage et de teinture, comme on en parlait tout à l'heure. On a automatisé aussi les outils afin de permettre de répondre à la demande client au plus proche et d'être sur le marché pour pouvoir avancer là et pouvoir donner ce sens au produit et donner aussi la fierté des équipes qui sont investies dans le développement de ces matériels pour avancer et répondre à la demande des clients avec le meilleur service en étant le moins impactant possible sur la planète avec ces services. Donc, l'idée, c'est de vraiment donner le sens à nos produits tout en leur donnant l'humanité qu'il y a derrière, donc à savoir les personnes qui ont fabriqué le produit derrière et la traçabilité sur les produits avec la meilleure qualité possible puisque toutes les personnes sont investies dans cette volonté-là d'avancer. Super, merci beaucoup pour tout ce partage également. Du coup, Emmanuel, pareil, si tu veux bien nous expliquer justement les différents projets et surtout les ambitions au sein de la Redoute. Oui, donc à la Redoute, nous nous sommes votés récemment des ambitions RSE 2025-2030. Donc, parmi ces ambitions à retenir, on s'est voté d'être une entreprise zéro plastique à usage unique en 2030, d'être également neutre en carbone en 2030 et d'avoir 100% de produits responsables en prêt-à-porter en 2022 et pour la maison 2025. Ce qu'on appelle notre référentiel de base pour parler
d'un produit responsable et le cahier des charges Go for Good, puisque nous avons rejoint donc, le mouvement il y a 1 an. L'objectif étant bien sûr, aujourd'hui nous avons un critère par produit, l'objectif étant bien sûr d'avoir le plus de critères responsables par produit. Par rapport à ces ambitions, on s'est également mis en fait un focus sur le local et principalement sur l'Europe. Pourquoi en fait, dans le cadre de la neutralité carbone et des nouveaux modes de consommation, nous souhaitons donc, réduire nos émissions de CO2, mais également gagner en agilité en fait, dans nos modes de production. Nous ne partons pas de rien. Je vous parle d'ambition à long terme, mais nous ne partons pas de rien, puisqu'en fait, aujourd'hui, côté maison, nous avons quand même 16% de notre offre qui est made in France. Nos canapés sont fabriqués à la demande pour une grande partie d'entre eux à 10 km de notre siège. Nous avons également 100% de la literie qui est faite en France et sur la marque AMPM, on est à 100% de canapés made in Europe, 70% en France, 30% en Italie. Donc, on ne part pas de rien. Côté prêt-à-porter, nous avons des actions en cours en fait en ce moment qui sont donc des tests avec Tekin, qui je pense est intervenu pendant les Fashion Green Days pour fabriquer à la demande. Donc, on n'est pas sur la précommande, mais en tout cas fabriquer à la demande. On a donc la maison qui fabrique les canapés beaucoup en précommande selon que l'on choisisse son canapé d'angle à droite ou à gauche. Nous allons lancer une capsule upcyclée à partir de tissus pour le coup qui était stocké dans nos entrepôts européens bientôt, et nous développons à chaque collection une offre made in France. Et enfin, le dernier projet, puisque nous avons lancé le questionnaire en septembre, c'est un sac à main en précommande qui a été co-créé avec nos clientes, puisqu'on les a fait voter pour savoir quelle couleur de cuir elles voulaient, quel type de anse, etc. en septembre. Le sac sortira bientôt et il est fabriqué au Portugal. Super. Voilà. Et quand on parle de local, je précise quand même, en fait, nous sommes une entreprise internationale. Nous avons des filiales notamment au Portugal, en Espagne, en Suisse, en Belgique et au UK. Donc, ce qui n'est pas, on va dire, made in France peut être local pour une autre filiale. Voilà. Ok, bah, super, merci beaucoup. Justement, juste une question, parce que c'est important de remettre à le niveau d'échelle, j'ai envie de dire, et là c'est une grosse entreprise. Du coup, rapidement, tu peux nous expliquer un petit peu justement quels sont ces impacts d'avoir mis ces grandes ambitions, que ce soit du coup en interne ou en externe et au niveau social et environnemental. Alors, en termes de construction de l'offre, évidemment, on doit réfléchir différemment. On doit s'approvisionner aussi différemment quand on se parle de matières premières responsables, etc. En fait, déjà, il y a l'impact environnemental en termes de limiter les émissions de CO2 qui nous semble important, mais il y a aussi des impacts en fait en termes d'organisation interne. Si je reprends l'exemple du sac en précommande, on est sur des façons de travailler qui sont complètement différentes. On doit approcher les fournisseurs de façon complètement différente et sortir du principe sur la précommande du minimum de quantité, de l'approvisionnement matière qui doit être beaucoup plus agile. Et alors oui, du coup, c'est une façon de faire qui est différente, ça demande aussi une agilité d'esprit des équipes, mais c'est aussi finalement une façon d'engager les équipes. On a des tests pilotes et quand on est une entreprise qui a plus de 180 ans, engager les équipes, c'est de l'accompagnement au changement, il faut leur donner le sens. Et sur la partie plus externe, on va dire, des impacts. Voilà, donc en fait, on travaille différemment avec toutes nos parties prenantes. Quand on a voulu lancer la précommande, on est parti du principe qu'on voulait produire au plus juste du besoin des consommateurs.
donc c'est-à-dire produire ce qu'on vend. Enfin, voilà, c'est le principe de la précommande. Et après, on s'est dit, mais si on produit au plus juste du besoin, c'est le besoin de qui? C'est le client final. Et c'est là que nous est venue en fait l'idée de la co-création. C'est le meilleur moyen de ne pas se planter dans le modèle en fait que l'on va vendre. Donc, du coup, on a impliqué nos clients. Quand on a eu plus de 6000 réponses au questionnaire, ce qui n'est quand même pas neutre, sur un premier projet pilote. Donc, quand on parle après avec le fournisseur, on dit, regardez, finalement, le concept plaît à notre clientèle. Donc, du coup, le fournisseur se lance aussi avec nous. Et donc, du coup, on est sur de l'accompagnement au changement. On a une approche très humble et très pragmatique à la Redoute. Sur chaque pas, on dit ces actes qui changent tout pour les Fashion Green Days, chaque pas compte et nous, on veut vraiment être dans cette dynamique d'innovation, de test pilote. Là, sur le sac en précommande, je m'occupe du projet, je peux vous dire qu'on est en train d'éprouver le concept, littéralement, avec toutes les difficultés, les réussites qu'on peut avoir et c'est ce qui nous semble important, c'est de prouver le concept. Super. Écoute, merci beaucoup. Et du coup, je vais donner la parole à Olivier, donc pour nous parler justement de Ségard Mazurel et je pense notamment à votre projet pour vous citer de réactiver ou de contribuer tout du moins à une filière laine 100% élevage France, traçable et labellisée. Oui, alors je vais reprendre un petit peu la genèse de tout ça. Chez Ségard Mazurel, nous sommes négociants en laine dans le sens noble du terme, où notre métier, c'est de faire le lien entre deux mondes qui sont assez éloignés géographiquement, culturellement, fuseaux horaires différents, langues différentes. Le monde agricole essentiellement de l'hémisphère sud et le monde industriel essentiellement de l'hémisphère nord, si je reprends l'histoire. On a, depuis quelques années, on a établi un label qu'on a appelé AB Lucie en Afrique du Sud, suite à une rencontre avec un groupement d'éleveurs qui font les choses correctement au niveau élevage, bien-être des animaux, au niveau social et environnemental aussi. Et par ce label, on consolide ce lien entre les éleveurs et les marques en apportant des garanties à la marque, des garanties sociales, environnementales, bien-être des animaux assurées par une traçabilité. Et puis on donne du sens aussi aux deux parties, les éleveurs et les marques, parce que les éleveurs, on assure aussi une transparence de la chaîne de valeur. Donc ça donne du sens aux éleveurs qui savent où vont leur laine, ça donne du sens aux marques aussi qui savent d'où vient leur laine. Et tout ça en harmonie et en partage en toute transparence. Donc ce label qu'on a appelé AB Lucie en Afrique du Sud, qui veut dire berger en Xhosa, une des langues sud-africaines. On a depuis 1 an et demi, à peu près, maintenant un peu plus, on travaille sur un projet en laine de France, qui a été un peu aussi réactivé, dont on a pris pas mal conscience lors du championnat mondial de tonte de mouton qui sera et où l'idée c'est un peu de transposer notre modèle sud-africain en France. Les problématiques sont un peu différentes, mais le prix est différent aussi. On a un problème de prix en France. La tonte, le prix de la laine ne paye pas la tonte. On a un problème de qualité dont Olivia a aussi parlé. Donc il y a beaucoup de travail à faire sur la sensibilisation des éleveurs au sujet de la qualité, et notamment les chantiers de tonte, mais aussi avant ce qui se passe dans les bergeries ou autre. Et donc, l'idée, c'est le même principe, redonner du sens à ce que font les éleveurs, notamment au niveau laine, qui pour beaucoup d'entre eux aujourd'hui n'est pas un sujet, ou si c'est un sujet, c'est plus un problème qu'autre chose. Donc, redonner du sens à ce niveau-là. Et puis, il y a un climat qui est assez porteur sur le local en ce moment. Les marques sont attirées par ça. Et tout l'enjeu, c'est finalement de fournir à des marques de la laine française
à un prix qui est supérieur à ce qu'il pourrait obtenir ailleurs, et une qualité qui est inférieure à ce qu'il pourrait obtenir ailleurs. Donc, il y a un peu un double challenge. Et l'idée, c'est de réduire un peu cet écart. Mais aujourd'hui, certaines marques sont prêtes à payer le prix, et puis certains filateurs à faire les efforts qu'il faut pour filer ça correctement. Donc voilà, donc il y a tout un projet qui se met en place. On a déjà un petit succès, un accord de collaboration avec Saint-James. Ça commence tout doucement. Et voilà, il y a quelques signaux intéressants, et puis il y a beaucoup de travail à faire encore au niveau de la sensibilisation. Je pense que Olivia aura sans doute des conseils à nous donner à ce niveau-là sur la sensibilisation des éleveurs. Donc voilà, et tout ça, et l'idée de tout ça aussi, c'est de produire, après de transformer plus ou moins localement. On ne peut pas tout faire en France, malheureusement, aujourd'hui, parce que l'infrastructure a été décimée dans les années 90-2000. On lave en Belgique, il y a un petit lavage en France, mais pour l'instant, on lave en Belgique, on peigne à Tourcoing, tout près d'ici, chez Dumortier. Le filateur, après, c'est plus nous qui nous en occupons, ce sont les marques. Aujourd'hui, ça se fait, pour cet exemple-là, ça se fait en Allemagne, mais ça pourrait très bien se faire chez UTT éventuellement, suivant les caractéristiques des fils, les spécifications des fils, ou en Italie ou autre. Enfin voilà, donc tout est possible. Donc on redevient plus local. On n'est pas 100% français encore, mais notre idée première de Laignier, c'est de favoriser, de faire réémerger une filière de laine française, et de redonner, de réinsuffler un intérêt pour la laine chez les éleveurs. Et bien sûr, ça passera par un prix plus élevé. Ça apporte aussi l'organisation des territoires, et voilà, ça donne du sens à tout ça. Oui, du coup, pour reprendre, effectivement, forcément, ça entrecroise bien sûr les propos d'Olivia. Il y a vraiment une notion de qualité, de redonner un petit peu la valeur aux choses par rapport à une laine qui est appréciée par les consommateurs et par les marques. Et également, il y a un accompagnement en fait des acteurs à différents niveaux de la chaîne de valeur, que ce soit en amont avec les éleveurs et en aval avec les consommateurs. Oui, tout à fait. Ouais. Et l'accompagnement, on s'est plus pour l'instant préoccupé par l'accompagnement en amont, enfin, ou l'accompagnement où déjà bien comprendre quelles étaient les problématiques amont, parce que malgré tout, pour faire un produit de qualité, il faut de la laine de qualité, et donc on doit commencer par ça. C'est sûr qu'après la sensibilisation, mais le fait que ce soit local, va sans doute aider beaucoup pour sensibiliser l'aval, là déjà on marque déjà quelques points parce que c'est local. Ça va nous permettre, ça va être un bon levier pour expliquer tous les autres attributs positifs de la laine, les aspects régulation thermique, hygrométrique, le fait que c'est plus ou moins bactériostatique, et donc ça ne retient pas les odeurs, l'aspect non-feu, et puis surtout les aspects naturels et biodégradables. Et ça, après, ça va être sans doute un cercle vertueux qui, j'espère, augmentera la consommation de laine, qui permettra une certaine augmentation de prix, de façon à ce que les éleveurs y retrouvent un intérêt aussi financier, de façon à ce que ça paye la tête. Merci beaucoup, Olivier. On voit clairement toute la création de valeur, justement, qui découle du local. Si vous voulez bien, je vais prendre quelques questions, puisque je vois que le temps avance. Alors, là, c'est parce que c'est la dernière question. Alors, sur la laine, alors, Olivier et Olivia, du coup, je pense que vous pouvez répondre. Le lavage de la laine est-il polluant? Et combien de quantité d'eau est nécessaire pour laver la laine? Alors, il est polluant d'une certaine façon. Alors, je peux pas vous le dire précisément, mais oui, il y a l'idée du lavage de la laine, c'est de dégraisser, essentiellement. On retire dans la laine, il y a un peu de terre, il y a un peu de matière végétale, il y a un peu de graisse, de suin. On retire tout ça, on réutilise un maximum. La graisse de laine, alors pour les laines françaises, la laine française, étonnamment, est peu grasse, ce qui fait qu'on a du mal à retirer beaucoup de graisse, mais sinon on réutilise
dans les lavages de laine de Nouvelle-Zélande, d'Afrique du Sud, d'Australie, on récupère la suintine qui devient de la lanoline et qui est utilisée dans des cosmétiques, qui est utilisée pour nourrir les crevettes, qui est utilisée pour plein de bonnes choses, pour soigner les maladies de peau. Ça utilise beaucoup d'eau qui est dépolluée en général sur place, d'une part parce qu'on enlève la graisse et puis d'autre part après on sépare les boues de la graisse et autres. Et puis après on peut utiliser certains sous-produits ou déchets pour de l'épandage, pour les fertilisants. On utilise maintenant des savons, des détergents qui sont sans NPEO, je ne sais plus le nom chimique, mais enfin, voilà, des savons biodégradables et non toxiques. Mais effectivement, c'est sans doute le point faible de la laine, c'est le lavage, mais qui, somme toute, amortit sur une durée de vie du produit plus longue, parce que peut-être un peu plus cher au départ, ce sont des produits dont on fait le plus attention, qu'on peut porter plus souvent, parce que pour les histoires d'odeur, en fait, on compense le premier lavage de la laine par beaucoup moins de lavage du vêtement lors de la phase d'usage, et puis une durée d'utilisation plus longue. D'accord, merci beaucoup Olivier. Olivia, si tu veux rajouter quelque chose, et en même temps, j'en profite pour te poser une question qui t'est destinée. Les moutons utilisés pour la production de laine sont-ils les mêmes que pour la production de viande? Alors, ok, pour répondre à la première question sur le lavage, enfin plutôt pour compléter, je connais moins les réalités des grands lavages, mais on travaille avec des petits lavages français, 2 lavages différents. Le lavage de la laine utilise beaucoup d'eau, mais c'est l'eau de la rivière. En fait, la laine, elle est lavée à grande eau, donc ce qui va utiliser de l'énergie, c'est surtout le fait de faire chauffer l'eau pour pouvoir dégraisser efficacement la laine. Après, cette eau, une fois qu'elle passe en station d'épuration, elle retourne à la rivière. Donc finalement, voilà, c'est fermé, sachant que les eaux de rinçage sont réutilisées pour les eaux de lavage. Donc, il y a toute une gestion assez rationnelle de l'eau. Et en ce qui concerne les produits utilisés, ça va être soit de la soude, soit des lessives écologiques, donc ce qui limite quand même significativement l'impact de la pollution du lavage. En ce qui concerne les moutons, alors on va avoir en France un grand nombre de races différentes qui vont être destinées soit à la production viande, soit à la production de lait, soit pour la vente de lait, soit pour la fabrication du fromage. Et ces races vont présenter, donc toutes ces races produisent de la laine, enfin la grande majorité. Et donc les races à viande vont avoir des laines spécifiques et les races laitières vont avoir des laines spécifiques. Donc nous, le savoir-faire qu'on développe au sein de Laine Paysanne aujourd'hui, ça va être de valoriser différents types de laine. Et on travaille aussi bien avec des races à viande pour la production plutôt prêt-à-porter et des races laitières qui ont des laines plus grossières pour la production des tapis. Voilà. Super. Eh ben, merci beaucoup. Du coup, j'ai une question pour Alexandre. Enfin, j'en ai 2 exactement. La première, c'est le tannage végétal est-il réellement plus vertueux pour l'environnement? Alors, il y a 2 types de tannage, hein. Il y a le tannage, enfin même plusieurs types de tannage, mais le tannage végétal, c'est un tannage qui est fait de manière naturelle avec principalement des agents comme l'acacia, le mimosa et le châtaignier. Et puis, il y a un autre type de tannage qui est assez connu et qui est très développé, qui est le tannage au chrome. Aujourd'hui, les tanneries qui travaillent le cuir, qui transforment le cuir en France, qu'elles soient en tannage au chrome ou en tannage végétal, ont des normes hyper strictes quant à l'utilisation de l'eau et au rejet des eaux. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de très grande différence en termes d'impact environnemental sur ces 2 types de tannage. On ne peut pas dire que les tanneries en France qui tannent au chrome, avec du chrome, ont un impact bien plus important sur l'environnement. Donc, nous, principalement, on a fait le choix du tannage végétal pour des questions esthétiques, parce qu'on souhaitait un cuir beaucoup plus naturel. Après, je pense qu'il faut vraiment faire la dissociation entre les cuirs qui viennent du Bangladesh, d'Inde, de Chine, qui sont faits dans des conditions sociales et environnementales qui sont juste abominables, et les cuirs qui proviennent de tanneries françaises,
qui quand même respectent nos normes qui sont quand même très très strictes avec des contrôles très fréquents. Donc, il y a une centaine d'années, la tannerie, c'était une industrie qui était considérée comme polluante. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas parce qu'il y a des normes qui sont très très strictes, comme dans l'industrie pharmaceutique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes et qu'il n'y a pas des sources d'amélioration, mais ça s'est bien amélioré depuis quelques années. Ok, super. Alors du coup, je m'excuse, mais je vais passer à une autre question parce que je vois le temps qui tourne et à ce moment-là, on mettra vos contacts respectifs pour que les différents participants puissent poser toutes les questions, puisque voilà, c'est une table ronde très dynamique, donc forcément beaucoup de questionnements pour en savoir plus. Alors j'ai une question pour Michael. Combien de fois un vêtement recyclé à base de plastique peut être recyclé? Alors aujourd'hui, il y a des études qui sont faites là-dessus. C'est beaucoup du recyclage mécanique. Donc le recyclage mécanique, on va prendre les fibres et on va passer les vêtements dans on appelle des effilocheuses, donc c'est un mouvement mécanique. Et donc les fibres vont être cassées, le textile va être cassé pour arriver à la fibre. Dans ce mouvement-là, c'est une question de moyenne de fibres qui vont être mis dans le fil pour refaire le vêtement. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de vêtements, si on prend tout commun dans le post-consumer, donc qui a déjà été porté, il n'y a pas beaucoup de vêtements qui ont été recyclés. Donc, le pourcentage de fibres qui vont être encore plus courtes puisqu'ils ont été passés en recyclé n'est pas énorme, donc on n'a pas de ces difficultés. Je pense que quand on arrivera au niveau mondial, c'est à peu près 1% des vêtements qui sont recyclés, donc ce n'est pas énorme. Pour arriver encore à avoir un impact sur se dire on va le faire 20 ou 30 ou 40%, j'en sais rien, je ne peux pas le dire aujourd'hui, mais déjà si on arrivait à 20, 30 ou 40%, ça serait déjà très bien. Et en plus, il y a beaucoup d'études qui sont faites sur, si on parle du polyester par exemple, pour du recyclage chimique, pour se dire on va pouvoir séparer la partie polyester par exemple d'une partie coton et refaire une fibre vierge, entre guillemets, à partir du polyester pour en faire un polyester qui va pouvoir être refilé et remis dans du textile. Donc, il y a plein de choses qui sont en cours. Donner la réponse exacte en disant combien de fois on peut le recycler. Si on prend le même vêtement et qu'on le recycle et qu'on le recycle et qu'on le recycle, là, ça va peut-être faire 2, 3, 4 fois, mais pas plus. Mais en même temps, il est englobé dans un tout, en fait, qui fait que les fibres sont moyennisées dans la totalité. Parfait, merci beaucoup Michael. Et une question du coup pour Emmanuel. Quelle alternative avez-vous pour livrer vos produits sans justement plastique à usage unique tout en le protégeant? Alors, en ce qui concerne les emballages de livraison, donc aujourd'hui, ils ne sont pas au sens propre à usage unique, nos emballages souples pour le prêt-à-porter, puisqu'ils sont conçus comme des enveloppes pour pouvoir faire en fait les retours. Et ces sacs aujourd'hui sont de 50 à 70% plastique recyclé et 100% recyclable. Aujourd'hui, on aimerait trouver une alternative d'emballage souple encore plus vertueuse, donc on va tendre vers le 100%. Néanmoins, nous sommes en fait bien conscients aujourd'hui que compte tenu de nos volumes et de notre quantité de commandes, on n'a pas encore aujourd'hui de solution industrielle sur les matières innovantes à partir de papier, etc. Donc ça, on en est parfaitement conscient. Et d'ailleurs, c'est pour ça on va, je vous disais, on teste, nous on teste beaucoup et on va en fait tester des solutions durant les prochaines années pour choisir finalement la plus adaptée, parce que oui, il y a la protection du produit, mais il faut aussi que ça passe dans nos entrepôts en termes de lisibilité et que ça a un vrai impact environnemental réduit. Parfait, merci Manuel. Alors je vois que là, on a déjà un tout petit peu dépassé, mais ce que je vous propose, c'est une dernière question qui est hyper intéressante. Et en fait, nous, on aimerait savoir quelles sont pour vous justement les perspectives qu'offre le local de manière assez rapide, même si j'avoue qu'on aimerait y passer très longtemps sur ces questions. Mais du coup, de la même manière, Alexandre, je te laisse te répondre. Comment est-ce que toi, tu vois justement les perspectives du local? Quelle est ta vision? Les perspectives et les points positifs, enfin nous qui nous concernent, il y a un premier point, c'est qu'on voit que nous, notre process de fabrication,
il correspond vraiment à une attente de certains consommateurs. Alors même si on est sur une activité, je dirais, d'hyper niche, on voit que voilà, il y a une attente à ce niveau-là. Il y a un autre point positif, c'est qu'on voit, alors moi j'ai 40 ans, donc je suis encore jeune, j'ai créé la marque à 30 ans, mais je dirais que la nouvelle génération aujourd'hui qui arrive, des étudiants là, qui arrivent sur le marché du travail, toutes ces préoccupations environnementales, elles sont beaucoup plus intégrées. Donc il y a une volonté aujourd'hui d'intégrer des sociétés comme la nôtre, et plus forcément de travailler pour des grands groupes. Il y a une recherche de sens et une recherche de s'impliquer dans des projets voilà, qui favorisent beaucoup plus l'industrie locale. Alors, pour tempérer juste ces deux premiers points, je dirais qu'il y a quand même une problématique qui est au niveau du local, c'est le coût. Il faut considérer que produire localement, ça a un coût et qui n'est pas anodin, et il faut l'intégrer. Et il faut que le consommateur aussi l'intègre. Donc, c'est à nous de bien consommer et aussi d'avoir l'aide je dirais, des pouvoirs publics, de la société, pour que nous, nos activités, elles soient nettement plus pérennes et inciter les jeunes créateurs à prendre ces directions. Donc, il y a vraiment une nécessité au niveau des pouvoirs publics de créer un écosystème qui soit beaucoup plus propice à faire que nos activités soient plus des activités de niche. Mais si on veut que le secteur de la mode évolue de manière massive et avec un peu plus de radicalité, il faut naviguer dans un écosystème qui soit nettement plus favorable à nos activités. Voilà, pour être rapide. Super, merci beaucoup Alexandre. Olivia, quelles sont pour toi ces perspectives justement? Je rejoins tout à fait Alexandre sur tout ce qu'il a dit. C'est vrai que cette échelle de petits projets ça permet beaucoup de résilience parce que beaucoup de capacité d'adaptation. On se rend compte que ça répond à un peu une volonté des clients aujourd'hui d'avoir du sens dans leurs actes d'achat et que leur façon de consommer est un moyen d'agir pour eux. Enfin, nous, c'est quelque chose qu'on remarque vraiment au niveau de notre clientèle. Mais après, alors, j'ai pas beaucoup de recul parce qu'on est un jeune projet, on est des jeunes entrepreneurs, mais il y a vraiment cette notion d'avoir aussi envie de travailler en lien les uns avec les autres, avec une espèce de maillage comme ça, même s'il y a une complémentarité dans les échelles sur tout le territoire et au-delà, bien sûr. Mais cette espèce de solidarité d'entraide dans tous les projets, ce partage d'informations, c'est vraiment un potentiel créatif qui est très important. Et ces liens entre acteurs, que ce soit entre acteurs d'une même filière que de différentes filières, je le sens très, très vivant. Et ça correspond, je pense, à des nouvelles perspectives dans les façons de travailler, en tout cas. Ça permet aussi de revoir un petit peu le fonctionnement de la mode et notamment dans les systèmes de gouvernance où on a vraiment besoin de remettre de l'horizontalité et de la concertation dans les modes de production. Voilà. Donc, je dirais que est assez créative. De belles perspectives. Merci beaucoup, Olivia. Michael, peux-tu nous donner ton avis? Oui, nous, sur les perspectives, on sent aussi cette volonté de redonner du sens dans les achats, et donc c'est dans les achats des consommateurs. Et donc, nous, on croit vraiment que l'orientation qu'on a prise avec le développement des produits, tout à l'heure, Olivier parlait des laines françaises, donc c'est quelque chose qu'on essaye de travailler aussi en R&D, voir comment on peut intégrer ça dans nos filatures, intégrer de plus en plus de matières recyclées, donc industrialiser aussi la filière pour, justement, tout à l'heure, on parlait de coûts, et donc il y a une question d'industrialiser aussi la filière pour pouvoir proposer des fils avec des matières recyclées là, avec des coûts qui sont acceptables par le marché. Donc, il y a de belles perspectives, et on veut y aller, nous, pour arriver à avoir ce sens et mettre de plus en plus de sens dans ces marchés et travailler de plus en plus avec les marques, etc., sur ce sens. Super. Du sens et du lien. Ça, exactement. Merci beaucoup. Et Emmanuel, si tu veux bien partager justement, toi, comment tu vois les choses? Je rejoins évidemment tout le monde. Les consommateurs mettent en avant de plus en plus la production locale. Alors, est-ce qu'à grande échelle, on le voit à 100% dans les actes d'achat, peut-être un petit peu moins. Je rejoins Alexandre aussi sur la problématique de garder une accessibilité en termes de prix qui semble quand même essentielle. Néanmoins, on avance vers une production plus raisonnée, plus locale.
Je pense qu'on peut aussi être fier du savoir-faire que l'on a en Europe, hein, particulièrement sur certaines typologies de produits, et que ça va dans le sens aussi d'acheter de la meilleure qualité. Voilà, les consommateurs vont acheter de plus en plus de la qualité, et c'est vrai que le Made in Europe est quand même gage de qualité. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Et Olivier, si tu veux bien nous donner ton avis. Oui, alors là, il y a effectivement le lien et le sens dont on a parlé. Il y a aussi le local est bien en soi déjà pour toutes les vertus du local. Ça permet aussi de faire redécouvrir certains métiers, certains savoir-faire, de resensibiliser le consommateur. Et pour nous aussi, l'intérêt, nous qui ne sommes pas que locaux dans notre activité, mais aussi internationaux, ça permet de faire redécouvrir la matière et les attributs de la matière. Donc le local permet de refaire découvrir aussi ce qui peut venir de loin, mais ce qui peut malgré tout être bien aussi, parce que c'est peut-être produit loin, mais c'est fait aussi dans les règles de l'art et avec des bons principes. Et puis, on ne peut pas tout faire en local, malheureusement ou heureusement. Et il faut aussi faire vivre les copains sud-africains. Super. Eh ben, merci beaucoup. Alors, je suis désolée d'avoir dépassé de plusieurs minutes voilà, l'horaire prévu, mais par contre, c'était vraiment super intéressant. Donc, je vous remercie tous les 5 d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé avec nous ces beaux projets, ces belles initiatives. Je vous souhaite que des bonnes choses pour la suite. Au plaisir de vous retrouver. Je remercie également tous les participants qui nous ont suivis aujourd'hui et hier. Et je vais passer, je pense, la parole dans quelques petites Oui, je suis là. Annie, qui est super. Voilà. C'est Majdoline. Ah, Majdoline, pardon. Désolée. Non, je t'en prie. Alors, quelques secondes encore pour vous remercier très chaleureusement. Alors, bien sûr, les intervenants de cette toute dernière table ronde et l'ensemble des intervenants, puisqu'on a eu plus de 80 intervenants. On a commencé lundi avec 10 ateliers professionnels et on a continué jeudi et vendredi avec cette série de conférences qui avait pour objectif de montrer comment l'industrie de la mode pouvait aller vers la neutralité carbone et la régénération, contribuer à la régénération des écosystèmes. Alors, on a essayé de le faire le plus précisément possible en parlant aussi des moyens financiers à disposition, des outils de mesure d'impact. Enfin, vous avez pu assister à ces 2 jours et pu voir toute cette densité. On espère que ça vous a inspiré, ça vous a enseigné, ça vous a appris comme à nous, puisque c'était vraiment très riche. Donc, encore merci aux intervenants, aux modérateurs et puis aux personnes qui ont participé à l'organisation. Amélie Perrin, que vous venez de voir, qui a modéré cette toute dernière table ronde. Audrey Robin, qui est à côté de moi, qui a participé aussi à la tenue de ce Zoom. Fabrice Jonas, qui a modéré de nombreuses tables rondes. Camille, que vous n'avez pas vu, mais qui est notre graphiste et qui était là. Bien sûr, Annie, Ariel et toute l'équipe de Fashion Green Hub. Et puis, d'autres personnes aussi qui sont les bénévoles, qui ont participé à plein de choses, à écrire des articles, etc. Mais aussi, ils ont suivi les différentes tables rondes. Et c'est eux qui vont aussi publier d'autres articles sur le sujet. Très important, puisque la question est reposée dans le chat et vous avez raison de la poser. Il y aura bien sûr des replays. Dans une quinzaine de jours, le temps d'effectuer le montage, vous recevrez un lien qui vous permettra d'accéder en tant qu'inscrit au replay de ces conférences. Alors, autre information très importante, le 19 et 20 novembre, pour ceux qui sont concernés, ceux que ça intéresse, et puis vous pouvez en parler aussi autour de vous, nous organisons un nouveau webinaire que pilote donc Annick, Jeanne, sur le thème de Green Commerce, magasin, logistique, qu'est-ce qu'un magasin éco-responsable finalement aujourd'hui, toutes ces questions, l'emballage, le transport, enfin tout ce qui est lié le fait de mettre en commercialisation des produits de mode et d'habillement, comment on peut le faire de manière éco-responsable. Donc c'est Green Commerce.
19-20 novembre. Les informations sont déjà sur notre site. Vous pouvez vous inscrire dès à présent. Je crois que j'ai fait le tour. Et puis, vous pouvez aussi, bien sûr, rejoindre Fashion Green Hub, l'association qui organise Fashion Green Days dans son ensemble. Voilà Annick qui nous rejoint. Coucou. Alors, je ne saurais clôturer cette édition sans envoyer un grand bravo à Majdouline. Bravo, parce que Merci. c'était un sacré challenge de réussir cette énorme édition en temps de Covid. Donc, bravo à elle. Vous pouvez, dans le chat, lui envoyer des très grands bravos. On va applaudir à distance. Merci. Voilà. Annick. Donc, bravo à toute l'équipe, vraiment. 800 personnes. Hein, encore ouais, bah écoutez, franchement, bravo à l'équipe. Moi, pour une fois, je n'ai absolument rien fait, donc c'était formidable. C'est pas vrai. Continuons comme ça, c'est absolument parfait pour moi. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Et je vous dis donc au 19 et 20 novembre pour la prochaine édition. Salut à tous.